Édouard Glissant est antillais. Il a obtenu, je vous le rappelle, il y a quelques années, le prix Renaudot pour un précédent roman qui était intitulé La Lézarde. Ce nouveau roman d'Édouard Glissant, le IVe siècle, c'est l'histoire sur beaucoup d'années, puisque l'action commence à se dérouler en 1788, à la veille de la Révolution. C'est l'histoire de deux familles qui arrivent aux Antilles, de deux familles d'esclaves, car c'est l'époque où le peuplement des Antilles se fait par l'apport d'esclaves africains noirs. Et Édouard Glissant a suivi l'histoire de ces deux familles jusqu'à nos jours, ou presque, et à travers ces deux familles, il a en quelque sorte brossé une fresque de ce que fut, pendant ces siècles, l'histoire des Antilles. C'est une histoire qui est mal connue, qui est peut-être, si l'on en croit Édouard Glissant, un peu perdue même dans la mémoire des Antillais eux-mêmes, ce qui fait que son livre est à la fois une tentative de récupérer un passé antillais perdu et aussi une histoire qui raconte le rapport de deux familles. Ces deux familles sont en effet différentes l'une de l'autre. Les deux fondateurs de ces deux familles arrivent donc comme esclaves sur la terre antillaise, et l'un d'eux s'installe sur une plantation comme esclave, et il suit son destin, son histoire d'esclave, alors que l'autre la refuse. Il y a celui qui accepte et celui qui refuse. Refuser, à l'époque, cela consistait à faire ce qu'on appellerait aujourd'hui prendre le maquis. Là-bas, cela s'appelait à l'époque marronner. C'est bien cela, n'est-ce pas, Édouard Glissant? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, marronner? Eh bien, marronner, c'était s'enfuir sur les hauteurs des mornes de la Martinique. Oui. Les mornes sont des montagnes. Oui, sont des montagnes, n'est-ce pas? Et le nègre marron n'était pas celui qui avait la couleur marron, mais celui qui s'enfuyait là-haut, qui refusait le statut d'esclave et qui se créait une existence à lui, incertaine, menacée, mais libre, et qui essayait, sur ses mornes, de préserver le souvenir de son pays d'origine, c'est-à-dire de cette Afrique d'où on l'avait arraché, et qui voulait, par ce souvenir préservé, par cette mémoire de l'Afrique, refuser le nouvel État qu'on voulait lui imposer. Le nègre marron, c'est un hors-la-loi. C'est un hors-la-loi, oui. Qu'est-ce qu'il risquait? Il risquait, bien entendu, la mort, mais il risquait pire, il risquait l'amputation du bras droit, la première fois qu'on le prenait, l'amputation de la jambe droite, la seconde fois qu'on le prenait, parce qu'il faut dire qu'il y en avait qui, une fois pris, recommençaient, n'est-ce pas? Il y a toute une tradition aux Antilles du nègre marron, mais c'est une tradition cachée, parce que le nègre marron est aussi un peu comme le diable qui est celui qui refuse. Le nègre marron est aussi celui dont on menace les enfants. On dit aux enfants, si tu n'es pas sage, on va te donner un nègre marron. Ceci, c'est bien entendu pour les gens qui ont accepté, pour les gens qui sont restés, qui ont assumé la condition d'esclaves et de travailleurs, et qui ont souffert cette condition. Oui. J'ai dit de votre livre qu'à travers l'histoire de ces deux familles, c'était une tentative de récupération d'un passé antillais. Oui, parce que, à mon avis, le problème qui se pose pour des Antillais est celui de renouer avec une histoire dont ils ont perdu le sens et le contact. Et je crois qu'il n'y a pratiquement rien de plus terrible pour un homme que de n'avoir pas d'histoire, de n'avoir pas de passé. Quand on en a une, quand on a un passé, quand on a une histoire, on est libre de s'en défaire ou de s'en débarrasser ou de s'en couper. On peut dire, ça m'embête, toutes ces histoires-là, mais on a fait un choix. Quand on n'en a pas, ou quand on a oublié collectivement son passé, eh bien, il s'ensuit un déséquilibre terrible pour l'être et pour la collectivité. Et je crois que c'est une des fonctions de la littérature, en tout cas pour moi, que d'essayer de combattre ce déséquilibre de l'être et de lui redonner une certaine santé. Vous voulez dire que pour vous, être écrivain antillais, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'être écrivain pour un Anglais ou pour un Allemand ou pour un Français, par exemple? Ce n'est pas tout à fait la même chose,
En quoi cela est différent? Parce que, si vous voulez, de nos jours, dans le monde moderne, je crois que de plus en plus la littérature ira dans le sens d'une découverte mutuelle entre peuples et d'une concordance des idéaux qui animent les peuples. Mais quand on a un passé, on se présente à ce rendez-vous en quelque sorte bien muni et avec un certain équilibre, une certaine tranquillité. Quand on ne connaît rien de ce qu'on a été, on est un peu bousculé par l'histoire et on voudrait bien un peu la faire et non pas la subir, n'est-ce pas? Et pour un écrivain antillais, récupérer une partie du passé de son pays, c'est se donner et essayer de donner aux siens la possibilité d'arriver à ce rendez-vous avec quelque chose dans les mains à offrir aux autres. Si vous voulez récupérer le passé, c'est pour l'antillais, c'est bien entendu se connaître d'abord, parce que quand on ne se connaît pas, on ne peut pas vivre, mais se connaître pour peut-être aller vers l'autre. Vous avez toujours voulu être écrivain? J'ai toujours voulu être écrivain parce que tout jeune, justement, toute cette masse d'ombre qu'il y avait et qu'il y a toujours derrière les Antillais amène un jeune Antillais, par exemple, à ce déséquilibre dont j'ai parlé, à une certaine fièvre. Il est un peu révolté sans savoir pourquoi, il est déséquilibré sans savoir pourquoi. Je crois que c'est ça qui lui manque, la connaissance de son histoire réelle. Et oui. Votre livre n'est pas seulement caractérisé par cette recherche du passé ou par cette récupération du passé, mais aussi par l'invention d'un style qui soit un style, oui, peut-être un style antillais propre. Je veux dire que vous écrivez une langue et un style que vous n'écririez pas si vous étiez un écrivain français né à Bordeaux ou à Angoulême, par exemple. Oui, je ne crois pas qu'il y ait de vérité dans le monde qui n'ait pas son langage propre. C'est un peu ce qui a condamné les littératures qui étaient strictement et uniquement militantes. Le manque de souci du langage propre eh bien, entraîne à une déperdition du fond, de la vérité fondamentale. Et le style que j'essaie de construire, c'est un style antillais, bien entendu, et je crois qu'il existe même pour des Antillais qui, par exemple, parleraient anglais, pour des Antillais des îles anglaises. C'est un style un peu contracté, dense, et aussi un style qui n'est pas abstrait, un style concret, parce que l'Antillais s'exprime par image, par proverbe, il s'exprime concrètement, là où un Français s'exprimerait d'une manière très très abstraite. Oui. C'est une certaine façon aussi de ponctuer les phrases, semble-t-il. Une certaine façon. Par exemple, la parenthèse. La parenthèse, à l'intérieur du récit, est une sorte de respiration du récit qui est propre aux conteurs antillais de mon pays. Et j'essaie de retrouver toutes ces manières de dire qui sont, à mon avis, aussi des manières d'être. Ce style qui est du français, malgré tout, et qui se veut antillais, c'est une manière de métissage. Le métissage, c'est un problème important aux Antilles. Je crois que le métissage est un problème important dans le monde moderne. Vous voyez le nombre de drames qu'à l'heure actuelle, les contacts entre peuples ou entre communautés ethniques créent dans le monde. C'est un problème auquel personne, à l'heure actuelle, dans le monde ne peut échapper. Et je crois que les Antilles sont un peu une terre symbolique de ce problème du métissage. Parce que ce métissage a eu lieu, je ne parle pas du métissage racial essentiellement, un métissage culturel. Ce métissage a eu lieu et je crois qu'il faut prendre conscience de ce métissage pour arriver à promouvoir, à louer, à chanter les valeurs qui sont unitaires, qui ne sont pas artificielles, mais qui proviennent d'horizons divers et qui ont été façonnés,
maturé, cimenté par un destin commun. Et je crois que c'est toute cette sorte de chimie ou d'alchimie qui s'est faite aux Antilles dans la misère et dans la souffrance et qui font que ces pays, à mon avis, peuvent être exemplaires d'un certain destin moderne de l'homme.